Je ne pense pas que j'ai besoin de vous présenter Marc Belaïch, qui... Si ? Bon, alors pour Hassan, qui ne le connaît pas, donc Marc Belaïch est à Robert Debré et il va bientôt devenir le pédiatre de l'hôpital américain. Et donc qui fait le mercato, c'est le Mbappé de la pédiatrie, qui est recruté par l'hôpital américain. Donc, merci Marc. Merci pour cette introduction. Quand on est endoscopiste, c'est toujours difficile d'être introduit. Tu m'as dit j'ai le droit d'en faire une. Ça y est, elle est faite. J'ai grillé mon joker à la première phrase. Mais toi tu en fais 25 à chaque fois, tu avais de l'avance. Hein. Ok, bon, on va voir si vous en pincez. Je ne peux pas faire abstraction du contexte socio-politique, donc quelques petits éléments que j'ai pu glaner sur les réseaux, sur notre président, qui confond parfois des conseils, sur le capitaine Haddock. Et donc, effectivement, nous qui avons libre cours sur les boissons alcoolisées, on est un petit peu comme ça. Et il ne faut pas se voiler la face. J'aime beaucoup les programmes politiques, mais j'ai parfois l'impression, on parlait de régime déviant tout à l'heure, d'être dans cette situation-là. Donc faire confiance à notre président, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut, avec un torticolis, comprendre le japonais? Je vous laisse incliner la tête pour voir ce que les manifestants sont en train de lui dire. Mais on a un petit moral qui est un petit peu comme cette jeune femme. Heureusement, nous avons les enfants que nous challengeons malheureusement, par contre, de moins en moins. On est un petit peu comme ça, à essayer dans la polarité positive. Je crois qu'il faut leur faire confiance. Ce sont eux notre avenir et eux qui vont véritablement appréhender au mieux la vérité des choses, leur vérité. Parce que nous, c'est sûr que quand on est sollicité par nos patients, c'est terriblement difficile, d'autant plus que pour ceux qui sont comme moi bientôt dans le privé, on est véritablement dans la peur des différents impôts qu'on peut avoir. Si jamais les enfants ne comprennent pas ce que c'est des impôts, je vous propose cette démonstration qui se passe de commentaires. De toute façon, ce qui est bien, c'est que les patients ne comprennent pas nos prescriptions. Et c'est vrai que... Est-ce qu'il y en a une ou un ici qui n'écrit pas comme ça? En tout cas, effectivement, on est parfois désabusé par ces prescriptions. Et donc, oui... C'est une histoire assez récente et il y a encore des enfants qui s'appellent Brigitte. Alors, elle consulte aux urgences parce qu'elle a des vomissements de manière très très importante. Et ce qui est caractéristique, c'est que ces vomissements apparaissent avec des douleurs abdominales et dans une situation d'étiquetage, puisque cet enfant, de manière régulière, eh bien, vomit de manière cyclique, avec des intervalles libres qui sont dépourvus de tout symptôme, et avec donc ce syndrome étiqueté, selon les critères de Rome 4, de syndrome des vomissements cycliques. Syndrome des vomissements cycliques qui, je vous le rappelle, avant d'être étiqueté, contrairement aux autres troubles fonctionnels intestinaux qui correspondent à des diagnostics positifs, eh bien, celui-ci exige,
avant de parler de syndrome des vomissements cycliques ou de migraine abdominale, à des explorations pour éliminer à la fois des troubles métaboliques, des troubles endocrinologiques, une IRM cérébrale et une échographie pour rechercher la position des vaisseaux mésentériques et une situation en malrotation intestinale. Donc cet enfant est particulièrement bien exploré. Toutes les explorations faites affirment qu'il n'y a rien de plus que ces vomissements itératifs, intervalles qui sont coupés d'intervalles libres. Et donc on se retrouve devant cet enfant qui est apyrétique, coloration normale, hémodynamique stable, mais enfin elle a un contact très particulier, elle est apeurée, elle est inquiète, elle a ces vomissements qui sont extrêmement importants. Et puis à ce moment-là, il y a l'interne qui me dit oui, vomissement cyclique, on lui a fait l'IRM et tout ça, je veux bien, mais quand même, vomissement aigu chez une jeune adolescente, est-ce que... J'ai compris ce qu'il voulait lui dire. Je dis, écoute, faisons le test de grossesse et on va voir quand même. Parce qu'il m'est apparu, et donc dans ma modeste carrière, j'ai fait déjà 3 endoscopies chez des adolescentes, où d'ailleurs chez 2 d'entre elles, j'ai trouvé une gastrite, où le diagnostic final était début de grossesse. Ce qui, pour un endoscopiste, n'est pas une bonne manière de diagnostiquer la grossesse, je vous le rappelle. Mais montrer ses erreurs, c'est toujours utile. Toujours est-il que cet enfant n'est pas enceinte, cette adolescente, et donc on l'hospitalise et on essaye de faire au mieux par rapport à ce syndrome des vomissements cycliques que je vous propose. Syndrome des vomissements cycliques, sauf que elle est très particulière, elle a un repli un peu comme ça. Et là, vous savez qu'en médecine, hein, quand on a une inflammation, on dit IT, quand on a une dégénérescence, on dit OSE. Et pour les adolescents, hein, ils ont souvent mal au ventre, on disait souvent les abdolescents d'ailleurs. Et donc, on se dit, mais c'est quand même bizarre. Et à ce moment-là, le même interne qui veut vraiment trouver autre chose dit, ok, elle n'est pas enceinte, mais t'es sûr que... J'ai dit, sûr de quoi? T'es sûr qu'elle fume pas un peu? Bon, je regarde si elle n'est pas d'origine marocaine ou pas, parce que là, on a quand même un accès plus facile, hein, à des drogues illicites. On va dans des villages où on voit tout en bleu, par exemple. Enfin, bon, bref. Et donc, il me dit, bah oui, mais c'est publié. Je lui dis, mais qu'est-ce qui est publié? C'est publié le syndrome émétisant du cannabis. Je lui dis, ah bon? Et il me dit, bah oui, regarde. Et il me sort la publication, puisque maintenant, les internes ont plus accès aux publications que les seniors, hein, parce qu'ils ont un accès plus rapide sur ChatGPT. Nous, on n'a pas bien le truc. Nous, on est encore sur PubMed, vous savez. ChatGPT, c'est violent en termes de puissance d'évocation. PubMed est vraiment relégué très très loin derrière. Et il me dit, ben voilà, écoute, et voilà les syndromes d'hyperémésis au cannabis. Alors je lis avec lui, hein, devant lui. Hein. Et là, il y a quelque chose qui me sidère, c'est que dans les symptômes majeurs de ce syndrome d'hyperémèse, on voit amélioration des symptômes par des douches et bains d'eau chaude. Je dis à l'interne, devant ses yeux effarés, je dis, on lui fait la douche immédiatement. Il me dit, mais t'es sûr? On lui fait la douche. On fait la douche. Alors pourquoi, hein? C'est parce qu'on sait très bien qu'il y a des récepteurs au cannabis au niveau cérébral et que quand on fait une douche ou un bain chaud, eh bien, on a ces récepteurs qui sont complètement améliorés et qui empêchent justement ce syndrome d'hyperémèse. Et donc, on arrive et chez cet enfant, on lui fait la douche et je vous assure qu'elle va beaucoup mieux sous la douche. Et là, donc, qu'est-ce que je fais? Je demande à faire un test rapide de toxique urinaire et là, on voit effectivement que cet enfant est positif pour le cannabis. Et là, donc, mon diagnostic est fait, je vais vers la mère et je dis... Eh bien, elle a un syndrome des vomissements cycliques peut-être, mais en tout cas là, sur cette poussée, eh bien, probablement, elle a un syndrome d'hyperémèse au cannabis.
Et la mère me regarde dans les yeux et me dit « Ma fille ne touche pas à la drogue ». Je lui dis « Ok, mais bon, elle a quand même du tétrahydrocannabinol qui a été en test rapide détecté. » Et là, elle me regarde dans les yeux et elle me dit « Ma fille ne touche pas à la drogue et si vous évoquez ce diagnostic, je vous attaque en justice. » Et tout d'un coup, notre pertinence diagnostique prend un peu de recul quand on a une mère avocate qui vous dit « Je vous attaque en justice » alors que nous, on a pourtant un test positif. Hein. Et on se dit... Et on réfléchit. On réfléchit parce qu'on se dit peut-être que je ne vais pas pouvoir aller à la Smurnep, je vais aller en tôle à la place, tout ça. On prend un peu de recul. On prend un peu de recul, et c'est toujours bien de prendre un peu de recul en médecine, parce qu'on sait que effectivement le dosage de tétrahydrocannabinol est possible avec des tests qui sont des tests rapides, mais quand 2 jours plus tard on fait un diagnostic par chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse, et que là on a un test négatif, ça montre bien, comme disait mon maître, tout a été écrit mais tout n'a pas été lu, et il y a des publications à ce sujet que je vous propose. Et on sait très très bien qu'il y a 3 drogues qui donnent des faux positifs au THC en test rapide, qui sont quand on prend du pantoprazole, quand on prend de l'Efavir, qui est un antiviral, et surtout quand on prend des AINS. Donc il faut le savoir, le dosage rapide du THC est fiable, sauf quand on prend une de ces 3 drogues, et cet enfant était rempli d'IPP qui avait faussement positivé. Cet enfant, effectivement, était soumis au diagnostic donc, de syndrome des vomissements cycliques et pas du tout de syndrome d'hyperémèse au cannabis. J'ai toujours pas su pourquoi elle était améliorée sous la douche, mais bon. L'histoire nous le dira. Toujours est-il qu'à force de vomir, à force de vomir, à force de vomir, à force de vomir, cet enfant, au bout de 5 jours d'hospitalisation, voilà le type de vomissement. Donc, effectivement, mes maîtres disaient vomissement vert, c'est l'enfer, vomissement vert, bébé à ventre ouvert. Sauf que là, on est dans une situation où l'enfant s'est dénutri, et je fais un lien avec ce que Patrick vient de nous dire à l'instant, et je vous présente ce syndrome de la pince mésentérique avec une association possible avec le syndrome des vomissements cycliques. Ce syndrome de la pince mésentérique n'est autre qu'une obstruction du 3e duodénum, comme vous le voyez ici sur ces clichés, c'est sur ces clichés ou sur ces différents TOGD où on voit la sténose apparaître de manière complètement claire. Mais on va aller un petit peu plus loin. Comme le temps court, je vais aller très très vite pour comprendre ce que c'est ce syndrome de la pince aorto-mésentérique. Comme vous voyez, il y a un angle entre l'artère mésentérique supérieure et l'aorte, et dans cet angle, il y a la veine rénale, vous avez vu, qui est au sommet du triangle, et qui donc peut être complètement, si l'angle devient plus aigu, écrasé, et vous pouvez avoir donc une véritable thrombose de la veine rénale, les Anglais appellent ça Nutcracker syndrome, soit vous avez une compression extrinsèque entre les 2 vaisseaux du 3e duodénum que vous voyez, et je ne sais pas si on peut montrer ça. Non, peu importe. Comme vous le voyez, c'est le petit triangle graisseux qui est entre la veine et le duodénum. Vous le voyez ? Eh bien, c'est ce triangle graisseux qui, s'il s'abaisse, eh bien, est responsable de ce syndrome de la pince mésentérique. Ce syndrome de la pince mésentérique, je vais aller vite, voilà, peu importe comment il s'appelle au niveau des noms propres, eh bien, est un syndrome avec des douleurs à prédominance épigastrique et surtout des vomissements verts, qui est assez rare, mais qu'on voit dans des situations qui sont des situations particulières. Effectivement, quand on a une dénutrition, et encore particulièrement quand on a une dénutrition aiguë, eh bien, toute cette graisse périmésentérique fond rapidement et vous avez l'angle qui se referme. Et donc, que ce soit
Chez des enfants qui ont des ARFID, c'est-à-dire Avoidance Restrictive Food Intake Disorder, des enfants qui brusquement font une grève de la faim, que ce soit des enfants qui sont opérés d'une scoliose. Patrick racontait l'histoire tout à l'heure d'une scoliose. Et donc, dans ces situations-là, vous voyez un petit peu l'angle, comment l'angle se rétrécit. Vous pouvez avoir aussi des chimiothérapies qui induisent cela. Voilà ce qui est important à savoir, c'est que normalement, quand on a une nutrition correcte, vous avez ce petit triangle graisseux qui fait en sorte que cet angle aorto-mésentérique doit être entre 45, 60 degrés, éventuellement 30 degrés. Mais dès que vous avez un angle qui est inférieur à 20 degrés, et souvent dans le syndrome de la pince mésentérique, il est entre 6 et 15, eh bien, vous avez une possibilité d'avoir ces vomissements verts et d'être dans le souci. Comment on se retient cet angle? C'est simple, on ouvre la main, j'adore ça. Voilà, ça, c'est le syndrome de la pince mésentérique expliqué aux étudiants en médecine. Si vous voulez en schéma, voilà, 45, c'est normal. Et dès qu'on est en dessous de 20 et encore plus à 10, comme vous voyez, le duodénum est complètement contrit par les deux vaisseaux. Et donc, c'est une compression vasculaire extrinsèque qui est responsable de ce syndrome de la pince mésentérique que vous pouvez voir en réanimation ou dans vos situations d'hospitalisation devant des enfants qui maigrissent rapidement. Et vous avez des vomissements verts, vous avez un syndrome occlusif. Et là, il ne faut pas confier l'enfant au chirurgien, il faut faire des explorations pour mesurer cet angle, que vous le mesuriez sur un TOGD, que vous le mesuriez sur un scanner. Ça n'est pas normal d'avoir un estomac qui est aussi important, aussi distendu. Et une fois que vous faites cette mesure de cet angle, vous voyez l'angle aorto-mésentérique, et dès que vous êtes en dessous de 20 degrés, et encore plus en dessous de 10, vous êtes devant ce syndrome de la pince mésentérique. Ce syndrome de la pince mésentérique, voilà, vu de l'intérieur, vous voyez au niveau A, ce qui se passe, c'est complètement, au niveau du troisième duodénum, non pas sténosé, mais complètement contrarié. Alors, quelles sont les situations thérapeutiques par rapport à ça? Eh bien, vous pouvez éventuellement, avec un endoscope, essayer de mettre une sonde gastro-jéjunale pour alimenter cet enfant, mais souvent, eh bien, au cours des vomissements, cette sonde s'en va. Et le meilleur traitement de syndrome de la pince mésentérique, c'est la nutrition parentérale. Vous faites une nutrition parentérale guidée et téléguidée selon les bons conseils de Patrick, qui vous a montré comment on renutrit progressivement les enfants. Et le syndrome de la pince mésentérique, il faut au moins 3 semaines de nutrition parentérale pour arriver à refaire le petit coussin, vous avez vu, qui est ici. Et une fois qu'on a refait ce petit coussin, eh bien, on évite la compression de la veine rénale, on évite les problèmes qui peuvent être des problèmes, on va dire, sévères de dénutrition. Et avec cet angle et la restauration de cet angle, les enfants, à nouveau, sont asymptomatiques. Parfois, on n'arrive pas à renutrir assez ces enfants qui restent avec un angle fermé. Et dans ces situations-là, il faut faire une duodéno-jéjunostomie latérale. Donc, vous avez bien compris que c'est une situation qui est une situation potentiellement grave, mais c'est une situation qu'il faut savoir reconnaître. Et contrairement à moi qui aime bien les adages, qui est vomissement vert, c'est de la chirurgie, il y a effectivement une exception à cette règle. C'est le syndrome de la pince mésentérique, où là, c'est un traitement médical nutritionnel qui peut restaurer ce petit coussinet graisseux qui fait en sorte que l'angle s'ouvre. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à prier pour que les choses se passent bien. Je vous remercie de votre attention.